tu as une putain de machine qui fait 10 mètres, qui va fabriquer des trucs, il y a des ordinateurs partout, tu as des capteurs, tu as tout ce qu'on veut. C'est qu'une machine, c'est devenu aujourd'hui d'une très très grande complexité. Tu vois? Alors tu as cette machine, et puis là-dedans, tu as 4 mecs autour de la machine, puis tu as un chef. Bah, je peux te dire que le type qui conduit la machine, ça doit être en général, il a un BTS, quoi. Tu vois? Ouais. Tu vois, il a un niveau d'éducation élevé, il connaît l'informatique parce que tu as 3 ordinateurs, tu vois, hein, et il connaît la mécanique. Donc le type qui va conduire une machine à haut niveau, il faut qu'il ait un haut niveau d'éducation. Parce qu'on a vu que l'histoire du Fordisme, ça n'avait qu'un temps. Ça marchait pas pour justement toujours fabriquer cette technologie nouvelle, quoi. Il y avait une limite. Hein? Donc on voit que l'éducation est devenue nécessaire, la formation est devenue nécessaire pour faire des produits à haute valeur ajoutée. Hein? Donc il a fallu faire des écoles, des universités aussi pour faire ça. Donc on a vu que technologie nouvelle à valeur élevée, il y a emploi hautement qualifié avec des savoir-faire importants et de plus en plus importants. On est témoin pour avoir embauché nombre de jeunes avec des BTS, des gens costauds en électronique, en informatique, etc. Bon, on voit en dessous que, évidemment, ces gens-là hautement qualifiés doivent être aidés par des revendications et des syndicats, tu vois, qui leur permettent d'accéder à un salaire qui soit en rapport avec leur qualification. Hein? Et puis le système, il tourne bien. On voit à côté que à côté de la République-Nation, il y a des acquis sociaux. Tu parlais du CNR, hein, par exemple. Hein, donc, on a défini des acquis sociaux et on voit que collectivement, publiquement, hein, on a obtenu des acquis sociaux à certaines périodes. Hein, donc, il y a eu, avant la guerre de 14, après il y a eu la loi de 8 heures en 1919, après en 1936 il y a eu les congés payés, après il y a eu la sécurité sociale. Donc on voit qu'il y a l'adjonction d'acquis sociaux publics. Il y a le SMIC, des lois sur le salaire minimum, etc., etc. Donc on voit que ces acquis sociaux permettent à un niveau de vie de s'élever. Donc on remonte, on voit un niveau de vie qui s'élève. Ce niveau de vie qui s'élève introduit un marché. Un marché, des ordinateurs, des chaussures, des vêtements, des voitures, tout ce qu'on veut. Tu vois, hein, si je suis pauvre, je ne peux pas acquérir tout ça. Et donc ce marché permet de faire fonctionner une industrie qui est en hausse. Et donc là, tu as un système en croissance. D'accord. Donc ça, c'est les années 60, on va dire. Bah, ça, en France. Voilà, c'est typique des 30 Glorieuses. Hein. Mais c'est ce qu'il y a eu aussi à la fin du 19e siècle. D'accord. Hein, voilà. Alors, on voit que tout ça, ça fonctionne sous un rapport de force qu'on appelle la lutte des classes. Ouais. Hein? Il y a un rapport de force parce que toi, si tu laisses faire le capitalisme, moi je suis patron, tu m'aurais laissé faire. Moi, je les aurais obligés à bosser à coups de pompe dans le cul et avec des queues de cerise. Bah voilà, ça devient l'esclavage. Bah ouais, même moi, si je suis bon, je suis gentil et tout, mais j'aurais été obligé de faire ça. Donc le capitalisme, il a une tendance naturelle à dériver vers un esclavagisme, quand même. Il y a une tendance naturelle à comprimer au maximum les revenus des gens. L'esclavagisme. Peut-être l'esclavagisme, mais là, on s'en fout, parce que c'est le salariat. C'est l'esclavage. Bah, le salariat, c'est déjà une forme d'esclave. Non, mais c'est pire. C'est pire. Parce qu'au moins, l'esclave, t'as un esclave, tu dois le nourrir, tu dois le vêtir. Oui, c'est vrai. Hein, voilà, tandis que... C'est un esclave, mais qui est consentant. Maintenant, on lui demande de venir mener Tu es obligé de rien. Contre un travail, tu lui donnes du pognon. Et tu essayes d'en lui en donner le minimum pour qu'au moins il puisse revenir le lendemain. Tu vois, quand même, parce que si tu lui donnes rien, il va rien faire. Donc, il y a quand même une interaction, tu vois. Mais quand même, les nazis, ils avaient trouvé le moyen de faire travailler
des prisonniers de guerre et puis des déportés politiques et des juifs dans des usines, et puis quand les types ils claquaient, bah, ils en prenaient un autre. Bien sûr. Tu peux toujours faire Usines, ça. on sait qu'ils ne travaillent pas que dans des usines allemandes. Il y a des usines américaines aussi. Oui, bah, c'était à peu près les mêmes. Hein. Bon, enfin, Ouais, mais c'est bien de le souligner parce que souvent on oui, bien l'oublie. sûr, on bien sûr, l'oublie. bien sûr, bien sûr. Donc on voit que dans tout ça, il n'y a pas forcément des bons et des méchants. Il y a une interaction, il y a des luttes, il y a des gens qui sont peut-être des bons et qui sont du côté des capitalistes, et puis il y a peut-être des gens qui sont des méchants qui sont du côté de la classe ouvrière. Je comprends Hein, bien. alors, j'étais bon, j'étais patron, mais j'étais pas vraiment un capitaliste, parce qu'on va voir par la suite que ce capitalisme-là, qui fabrique des marchandises, finalement, il est mort. Parce que maintenant, pour le capitalisme, c'est quoi? C'est l'accumulation du capital. C'est ça le capitalisme. Capitalisme, c'est pas définition. Fabrication de marchandises. C'est vraiment la nouvelle définition. Je pense qu'on va faire une petite pause, Alain, vite fait. Oui. Et on Bah, va... on va passer les clips, on va les, passer- voilà. les clips qu'il y a. Toi, tu as fait une petite sélection de vidéos, donc justement, Ouais. on va se les passer, puis on revient juste après, même si on n'est pas en direct. Voilà, donc de retour, hein, émission spéciale en VOD avec tous ces problèmes. Donc vous n'aurez ces images malheureusement pas en direct. Alors Alain, on en était à Voilà, justement on en était au cycle de croissance au cycle du croissance du capitalisme. Alors on voit que des fois c'est vertueux, que Et alors, on tu va nous as montré passer. le système, Tu vas nous passer la vue 20. la hein. vue 20, Tu ouais. parlais fort justement du CNR. Hein, et donc, là, on voit une affiche du Parti communiste français qui parle d'elle-même. 1936, 1946, les grandes lois sociales conquises, les congés payés, la semaine de 40 heures, les conventions collectives, la sécurité sociale. Voilà. Donc, on voit ici les patrons. Ils ne pouvaient pas voir les rouges en peinture, pour eux c'était Bien l'ennemi, sûr, ouais. mais c'était en fait les meilleurs alliés. Alors moi, selon les thèses d'Amir Lacroix, mais beaucoup de résistants aussi, de paroles de résistants, ils disent parce que les patrons ayant collaboré pendant la guerre se sont retrouvés très en faiblesse après la Seconde Bien Guerre. sûr. Et justement, les syndicats, les communistes ont pu tout leur imposer, imposer Ils pouvaient faire ce des qu'ils voulaient, de toute positions, façon, voilà, ils ils pouvaient avaient faire les armes, ils avaient tout ce qu'il Voilà. fallait. Mais aussi compte tenu de la situation, les autres, apparemment ils avaient que le grand profil patronat bas, quoi. avait plus collaboré que justement Bah, bien les sûr. ouvriers. Donc forcément, ils leur ont imposé les règles en disant bah, maintenant vous n'avez plus le Il y choix. avait ça, il y avait l'URSS d'un côté qui avait gagné la guerre, donc on avait peur du communisme. Faut oublier qu'ils ça. étaient en Allemagne, c'était pas très loin finalement, ils n'étaient pas si loin que ça quoi. En fait, Voilà. c'est vrai que Parce qu'à l'époque, c'est pas comme le parti communiste de Méfès qui existe maintenant. C'était vraiment le parti de la classe ouvrière. Nos partis communistes, quand j'y ai adhéré, c'était que des ouvriers, que des Et puis, prolos. précisons qu'à l'époque, c'était quoi 30% de l'Assemblée, les communistes. Ben voilà. Ça Voilà, pesait voilà. énormément dans le paysage Voilà. politique. Donc il y avait un rapport de force qui était extrêmement favorable pour la classe ouvrière et les travailleurs. Ouais. Donc c'est pour ça que l'image de croissance a pu fonctionner. Mais voilà, tout ça s'est écroulé, l'URSS a disparu, les partis communistes ont disparu, et que finalement la classe ouvrière a également disparu, parce que on voit par exemple là La vue 19. La vue 19, la vue 19, donc on voit ici une chaîne de production automobile que dans la phase de croissance, eh bien, on faisait du capital en fabriquant des marchandises, alors que si tu prends la vue 23, Enfin, vue 23, ça c'est là, vraiment le nouveau capitalisme. voilà, donc là c'est le nouveau capitalisme, voilà, maintenant l'usine d'aujourd'hui c'est ça. Ouais. Mais alors c'est plus des voilà, ouvriers maintenant, vraiment quoi. Maintenant, tu gagnes plus de pognon en fabriquant des marchandises, quoi. C'est pas intéressant. C'est pour ça que maintenant, les capitalistes, ils vont dire, ah bah oui, mais là, ils se disent, oui, mais enfin, c'est pas bien parce que le capitalisme, ça pollue, quoi, tu vois. Donc ils vont dans
dans les idéologies de décroissance. Parce qu'en plus, Hein? ce nouveau capitalisme, quand même, il est plus facile que l'ancien capitalisme, quelque part. Puisqu'on joue avec des chiffres sur des ordinateurs. Ouais. On ne fabrique rien, donc Fabrique l'innovation rien. technologique a disparu. Ouais. L'ouvrier, on va dire les acquis sociaux, le principe social disparaît aussi. En fait, Ouais. il reste plus grand-chose. Il reste, et Ouais. je trouve, un capitalisme très à l'image de notre monde d'aujourd'hui, donc une petite élite et une grosse masse de peuple. Ouais. Ah ouais. C'est Voilà. plus Alors, du tout un système qui se régénère, quoi, en tout cas. Alors, bon, donc on a vu, j'essaye de retrouver la phrase de ce fameux banquier anglais qui dit que finalement la finance, c'est vachement bien parce que ça pollue pas. Voilà. Donc on voit très bien que le capitalisme arrive toujours à trouver des conjonctions avec, si tu veux, avec des idéologies qui semblent être extrêmement positives, tu vois. Bon, alors, donc on va arriver à cette vue 22, si tu peux nous la mettre, la vue 22, qui va représenter un schéma de décroissance, tel que on le voit actuellement. On n'est plus en croissance. On n'est plus en croissance. Alors, ils Ça, appellent c'est ça de clair. la croissance négative. Hein. C'est marrant. Ça, c'est de la novlangue, ça. Ils arrivent à trouver des trucs vraiment sympas, ces gens-là. Donc, on a cette vue-là qui représente de la croissance négative. Moi, j'appelle ça de la décroissance. Mais enfin, bon. Hein, de la décroissance, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens, des décroissants, des gens qui sont pour... Les gens qui revendiquent cette décroissance, c'est tout un tas de mouvements, oui, effectivement. les capitalistes, ils revendiquent aussi la décroissance. Moi, pas. Hein, parce que le progrès va dans... Mais est-ce qu'il n'y a pas une limite à la croissance? C'est ça aussi C'est pas la ça. question. C'est que l'homme est condamné à la croissance. Hein, l'homme de Est-ce qu'il n'y a pas une limite? Il y a pas... Où tu vas mettre la limite? Bah écoute, si tu me donnes un gâteau, si on dit il y a 10 pas- parts, il y a il n'y en aura pas 11, on ne Non. pourra pas faire plus. Quelle limite? Ou alors on diviserait Chacun- par encore plus à chaque fois. À chaque moment de l'histoire, il y a toujours des gens qui se sont dit il y a une limite. Quand on a inventé les roues, les moulins, la machine à vapeur, le train, bon, il y avait le train quand- qui disait ah, yeah, mais non, mais c'est pas Ouais, possible. mais est-ce que... Voilà, il y a toujours des gens qui vont te dire qu'il y a une limite. Bah, Moi, je vois pas où, si je tu vois pas où il y a si une t'abats limite. toutes les forêts, il n'y a plus de... Mais des forêts au XIIIe siècle, je te dis, à la fin du XIIIe siècle, il y en avait moins que En maintenant. Europe. Mais là, En c'est Europe. mondial maintenant, ce phénomène. Maintenant, il y a beaucoup plus de forêts. Des forêts, il y en a partout. Tu prends... Mais en tu déforeste prends ta voiture- l'Amazonie, l'Indonésie... Oui, tu prends ta voiture. Oui, mais d'accord. Mais moi, je prends un phénomène qui existe, qui est celui de la France. Il existe. Oui. Bon, je traverse la France, hein, je ne vois plus personne. C'est un désert. C'est un désert. Un désert absolu. Tu as les forêts qui prennent. Maintenant, dans le Midi, ça prend feu parce qu'il n'y a personne pour les entretenir. Il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus de paysans. Hein. Tu vas tout le centre de la France, mais c'est extraordinaire. Tu as des déserts absolus, puis tu arrives parfois dans un village. Il y a un village abandonné. Il n'y a plus personne. Ouais, ça arrive, oui, des villages Hein, fantômes, ouais, ça. Des villages fantômes. Donc on voit que cette histoire de pollution n'est pas inexorable. C'est-à-dire que la plupart de la population mondiale vit sur les côtes. Alors qu'il y a des déserts, tu traverses les États-Unis, tu vas voir, avant de voir un Pékin, tu vas voir sur des miles et des miles et des miles, tu vois pas un chat, quoi. Pas un chat, de temps en temps, tu as un coyote qui traverse l'autoroute, mais c'est tout. Donc le monde est encore désertique. Donc moi je ne vois pas où on peut trouver de la limite. Bah regarde, les ressources naturelles, par Et je exemple. vois pas comment. Les ressources naturelles, Oui. elles sont épuisables par définition. Elles se renouvellent pas. Oui, Que mais ce pas soit- l'énergie. L'énergie les énergies fossiles, en tout disponible est inépuisable. Bah, On en tout cas, les utilise. énergies fossiles, l'exploitation du pétrole, l'uranium, Mais ça bien va sûr, s'arrêter à un moment. Mais l'énergie fossile, les mecs qui taillaient des silex, ils se disaient ah bah tiens zut, bientôt il n'y aura plus de silex, tu vois. Ouais, ils avaient Oui, le temps, parce quoi. que mais faire de l'énergie en brûlant des trucs, c'est même aujourd'hui c'est d'une stupidité monumentale. On sait aujourd'hui que on peut faire de l'énergie autrement qu'en brûlant du bois ou du pétrole ou des choses comme ça. Hein, pourquoi ils prennent du pétrole? Parce que ça rapporte tout. L'économie
capitalo-anglo-saxonne, elle est basée sur le pétrole. Hein, si tu inventes un système à énergie libre, un système qui crée de l'énergie en dehors des énergies fossiles, tu ne vas pas vivre vieux. Hein. Tu vois, ton émission, tu la feras jamais. Donc tu vois bien. Alors qu'aujourd'hui, on sait très bien, suite aux travaux de Nikola Tesla, puis des tas de gens, bon, si je ressors de mon hôpital, je vous ferai une émission sur les technologies, parce que ça m'intéresse, la technologie à travers l'histoire. Et qu'est-ce que c'est que la technologie courante par rapport aux inventions, parce que c'est pas la même chose. Il y a la technologie courante qu'on emploie. On emploie ça, on emploie ça. On emploie le téléphone portable. Bon, tout ça, ce sont des technologies anciennes. Ce sont des inventions anciennes, scientifiques anciennes. Hein, voilà. Et donc, il n'y a pas concomitance entre technologie et invention. Par exemple, les Grecs, c'était des scientifiques, c'était des mathématiciens. Euclide a défini ce que c'était que la géométrie dite euclidienne en 2 dimensions. Bon, mais les Grecs, en technologie, ils étaient minables. Ils avaient une technologie de très bas niveau. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des esclaves. Qu'est-ce qu'ils s'en foutaient d'avoir un moulin à eau? Parce que, tu vois, ils faisaient bosser les mecs. Donc, ils avaient strictement aucun intérêt. Donc, on voit que, finalement, que les technologies courantes rentrent dans une conformation sociale. Bon, mais on ne va pas passer la nuit quand même. Bon, donc là, on a un système en déclin. Alors, comment fonctionne un système en déclin? C'est la vue 22. La vue 22. Bon, déjà, on voit que de l'industrie, les capitaux de l'industrie l'industrie aspire les capitaux. Hein? C'est-à-dire que dans le système précédent, les capitaux tournent dans une moulinette. Les capitaux font de la technologie, de l'investissement, etc. Mais non, mais là, les capitaux arrivent à se multiplier sans passer par cette moulinette. Donc du coup, on est plus dans l'industrie. Voilà, donc ils arrivent par la spéculation, on va voir, on en a déjà parlé de la finance, on va en reparler. Les capitaux passent plus par là. Hein. On voit qu'il y a la finance, la spéculation sur les matières premières, qui est la première façon aujourd'hui de faire du capitalisme. Hein, et que tu gagnes en spéculant sur les matières premières, certainement 100 fois plus qu'en faisant des bagnoles. Bon, donc on voit que on a une très grosse superstructure financière et derrière ton industrie ne va plus bénéficier d'investissement. On voit sur la droite, hein, technologie ancienne. Ouais. Bon, alors, ta technologie ancienne, elle redevient à concurrentielle. C'est-à-dire, j'ai plus de plus-value extra, hein, je fabrique mon truc, que le mec va fabriquer mon truc, c'est toujours le même truc. Alors, qu'est-ce que j'ai comme solution? Ma solution, je ne peux plus que œuvrer sur le salaire. Donc, je vais pousser les salaires au minimum, mais au bout d'un moment, ça ne va pas le faire parce qu'il y a des lois sociales. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller faire fabriquer mon truc chez les Shintok. Hein? Donc, c'est délocalisation. Ouais. Alors, j'ai baisse tendancielle du taux de profit de mon truc, baisse tendancielle du taux de profit, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Au bout d'un moment, dans mon environnement social occidental, ici, avec les lois sociales, les salaires minimums, mon taux de profit arrive à 0. 0. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller faire fabriquer ça à un endroit qui va me permettre de faire un taux de profit réel. Donc, je vais délocaliser. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'industrie, que tout le monde peut voir, que vous voyez tous les jours, hein, c'est la délocalisation. C'est le point numéro 1 de ce qui se passe pour l'industrie aujourd'hui. Ouais, mais l'industrie aussi, ils ont encouragé cette délocalisation avec des mesures. C'est-à-dire des mesures politiques bien sûr. Qui ont favorisé et permis cette délocalisation. C'est là où on en revient à la mondialisation, on revient à notre ami Pierre Hillard. Voilà. Donc, si on se dit, pour la simple loi qui a été décrite par Marx
de la baisse tendancielle du taux de profit, qui est une loi inexorable, qui est une loi qui est telle que je lâche ça, ça tombe, que je n'y peux rien, hein, et que pour aller faire fabriquer ça chez les Chinois, je vais inventer tout un bazar idéologique. Les clercs d'aujourd'hui, les fameux clercs, hein, les clercs de la religion d'aujourd'hui, vont inventer tout un bazar idéologique, un processus idéologique pour faire comprendre que la mondialisation, c'est bien. Et que c'est bien que d'aller faire fabriquer ça chez les Chinois, chez les Vietnamiens. Ça, on nous le dit chaque jour, quoi. Enfin, on a des gens qui sont payés pour nous expliquer que voilà, c'est formidable, la mondialisation. Et que la décroissance, c'est bien, parce qu'on va te vendre la décroissance, parce qu'ici, on va faire de la décroissance. En même temps, on va te dire, bah, la décroissance, c'est bien. De toute façon, tu l'as subi, la décroissance. Ouais. Et donc, tu as des gens qui vont aller, en plus, dans ce sens-là. Parce que le système, lui, il fabrique... Il arrive toujours à s'arranger avec, l'ensemble des idéologies qui existent, l'ensemble des idéologies, même protestataires, même dissidentes, tu vois, hein. Saint François d'Assise, c'était aussi un dissident. C'était un dissident. Mais l'Église a bien réussi à se l'accaparer, François d'Assise. Oui. Comme l'Église aujourd'hui arrive à s'accaparer les Verts, les Verts, ils ne sont pas de notre côté, les décroissants, les Greenpeace et tous ces gens-là, tu comprends? Et qui sont manipulés par le système et qui vont aller dans le sens de la mondialisation et qui va permettre cette mondialisation justement de briser les lois sociales. Parce qu'on va voir que c'est vraiment la loi sociale, c'est là que se situe le mur. Hein, bon, alors on continue notre moulinette. On voit que technologie ancienne, donc on est obligé de les délocaliser, on ne peut pas faire autrement. Tu vois? C'est impossible de faire avant, autrement. Comment ils faisaient? Parce qu'on délocalisait, c'est quand même une idée très récente, je veux dire au 19e siècle. Oui, mais parce que tu avais un système qui inventait des produits nouveaux, où il fallait de la main-d'œuvre qualifiée en permanence. Si tu veux, tu n'avais pas besoin de délocaliser. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, tu n'as que des technologies anciennes. Elles sont forcément à délocaliser. Tu ne peux pas faire autrement, sinon tu ne les fais plus. Et quand on aura fini avec les Chinois, les Vietnamiens, on ira où? On ira en Afrique, j'en sais rien. Bon, voilà. Bon, alors, donc, ensuite, on voit que dans la case du bas, donc, forcément, le corollaire, c'est que tes emplois sont faiblement qualifiés, hein, et donc ces emplois sont à délocaliser, donc ça entraîne du chômage. Hein. On voit que derrière, bon, le chômage qui s'accroît, ça entraîne une certaine résignation. Les gens se disent, ah oui, mais il y a du chômage, effectivement, il va falloir que je fasse un effort, que j'accepte, etc. Parce qu'il y a du chômage. L'apport du chômage, ça t'amène la résignation, l'acceptation et l'affaissement de la puissance syndicale. Bon, de l'autre côté, hein, à la place des lois sociales sur ce cadre-là, il y a la mondialisation, qui est l'inverse des lois sociales. La mondialisation, c'est ce qui va dire, ouais, mais pourquoi je ne vais pas les faire bosser les Chinois, les Vietnamiens, voilà, il faut qu'il n'y ait plus de frontières, du Qaïda, tous les hommes sont frères, tenons-nous la main, il n'y a plus de frontières, c'est ce qu'on parlait avec Fressinger, il n'y a plus de frontières, parce que les frontières c'est moche. Alors eux, ils vont te dire les frontières c'est moche, tu vois, nous on est de gauche, hein, on est pour le bien, on est pour la liberté, donc il ne faut plus de frontières. Derrière, les capitalistes, ils se frottent les mains, ils disent, ah bah, moi aussi je ne suis pas pour les frontières, hein, parce que qui dit frontière dit loi sociale. Une loi sociale, ça se met dans les frontières. Ouais, bien sûr. Hein, sinon, c'est plus. On voit que les lois sont attachées indéfectiblement à une nation. Tu vois, hein, qui dit nation dit loi. Donc eux disent, il n'y a plus de nation, c'est plus rien. Alors, tu vas être décroissant, tu vas être vert, tu vas être de gauche, tu vas être pour qu'il n'y ait plus de frontières et que tous les hommes soient pareils. Et donc, le connard, lui, il dit, moi je suis content, hein, je suis du côté des bons, voilà. Et puis derrière, le capitaliste, il dit, ah ouais, il est vraiment connard. Hein, l'autre, il va se frotter les mains, parce qu'il va justement dans le sens que lui souhaite. Par contre, nous,
Nous, on va dire, nous, on est pour la nation, on est pour les frontières, mais en même temps, on est pour les lois sociales. Hein? Ah bah non, non, ah bah non, là, c'est pas bien. Tu vois le problème. Là j'ai retrouvé la phrase d'un certain Brian Scott Keane, responsable du programme d'études bancaires britannique, cité par Le Monde le 10 juin 2009. Qu'est-ce qu'ils disent? Bravo homme. La finance est l'industrie de demain, car elle n'utilise pas de ressources naturelles de manière intensive. Tu vois, c'est extraordinaire de dire ça, puisque c'est... Tu vois, ce mec-là, il est pote avec les malthusiens, les décroissants, les verts. Faux. Hein? Parce que lui, il dit ça, mais c'est complètement faux. Mais non, c'est pas faux. La finance, c'est la finance. Bah oui, mais il dit la finance n'utilise pas de ressources naturelles de manière intensive. C'est pas l'ordinateur. Tellement sur les matières premières, la finance, qu'elle les utilise plus que jamais. Oui, mais c'est pas la finance. Et il s'en fout, lui, il vend du pétrole, il sait pas qu'est-ce qu'on va en foutre. Ah bah voilà. Lui, la finance, c'est la finance. Ah, il est pas basé sur il est basé sur la finance. Donc la finance, c'est quelque chose d'entièrement virtuel. C'est vrai que c'est une connerie. Bon, c'est une connerie, mais n'empêche qu'il se permet de raconter une connerie pareille et le monde de le rapporter, quoi, tu vois. C'est bon. Donc on voit bien que dans mon système décroissant, hein, donc on voit que la mondialisation remplace les lois sociales. Il n'y a plus de lois sociales, il y a mondialisation. Tu vois, et donc, il y a un niveau de vie en baisse, et parce qu'il y a paupérisation, et donc les marchés sont en baisse, forcément, je vais moins acheter, donc on voit bien que tout le monde sait que moins les gens ont d'argent, moins ils vont acheter de produits. De toute façon, maintenant, quand tu achètes des produits, c'est des produits chinois, donc tu vas augmenter le déficit de la balance commerciale. Donc voilà, et que tu as une industrie en déclin. Et donc là, tu as une moulinette qui va vers la décroissance et l'endettement. Hein, cette moulinette-là. Voilà. Donc on a eu une spirale de croissance dans la dernière moitié du XXe siècle, en gros, quoi, jusque dans les années 80. Hein, les 80, on commence à basculer avec la dette. C'est tout ce qu'on a montré sur la finance et la dette, ça commence dans les années 80, et que là, nous, on est rentré dans un cycle de décroissance qui était un moment masqué par la dette, mais que maintenant, il n'est plus masqué par la dette, on est réellement rentré dans ce que les abrutis appellent de la croissance négative. On y est, il y a rien à dire, voilà, là-dessus. Hein, voilà. Et donc on voit maintenant, on voit très nettement, on va passer la vue 24 sur le prix du pétrole, hein. On voit la phase, on la voit très très bien. Ah ben, hein. Le pétrole, il n'a pas bougé quasiment. Il n'a pas bougé 70, c'est la grande pendant quasiment 100 ans. Ouais. Hein, donc il ne bouge pas. Donc, et que tout d'un coup là, il commence, c'est ce qu'on nous a raconté comme imbécilité du choc pétrolier. C'était truc qui voulait rien dire. Une grosse connerie. Hein, et que pendant quelques années, pendant une vingtaine d'années, le pétrole s'est maintenu à $20 le baril. Hein, donc on commençait à la nouvelle société. Hein. Alors est-ce que c'est pas aussi ce qu'expliquent les grands stratèges américains, puisqu'en plus j'observe qu'il y a une très très grande baisse entre 81 et 91, et qui est précisément le moment où les États-Unis, sous on va dire l'influence de certains conseillers comme Kissinger, Brzezinski, demande à l'Arabie Saoudite de surproduire en pétrole de façon à couler les Russes et à effondrer le communisme, puisque le pétrole étant la seule ressource en devise de l'Union soviétique de l'époque. Et parce que Brzezinski raconte ça, il dit qu'on a demandé à l'Arabie Saoudite de faire une surproduction de pétrole. Ça va pas très très loin, parce que en fait, quand tu vois de 1881 à 1971, le prix du pétrole est pratiquement le même. Donc c'est un prix technique qui correspond au coût de l'extraction, si tu veux. Et là, ils arrivent quand même, ces gens-là, à faire du bénéfice avec ça. Faut pas me dire qu'en 1961, ils faisaient pas
de bénéfices avec le pétrole, tu vois. Ouais. Hein, c'est bon. Mais là, il faisait du bénéfice industriel, on va dire. Hein, mais on n'était pas parti dans la très grosse spéculation. Alors que maintenant, on voit qu'on a une explosion du prix du pétrole et de la spéculation. On a montré la dernière fois comment et pourquoi. Donc on voit bien que cette phase d'après 1980 correspond à tout. C'est la fin des 30 Glorieuses, hein, c'est la fin de la belle vie, c'est le commencement de l'endettement. C'est là où ça commence à mal aller partout. Donc, et en même temps, c'est le commencement de la délocalisation. Tu vois, et de l'idée de mondialisation amenée par la gauche, qui est la gauche qui va être le moteur de cet ensemble, qui va beaucoup plaire au capitalisme, hein, qui va... le libéralisme, comment on l'appelle, le social-libéralisme. Je sais pas. Alors, je vais revenir sur le libéralisme, parce que ça, alors là... Je confondre capitalisme et libéralisme, il n'y a rien de plus stupide. Juste après ça, je vais tordre le cou à cette histoire de libéralisme, parce que j'avais oublié ce genre de grosses conneries. Donc là, on voit très bien à quoi correspond le prix du pétrole dans la vue suivante. C'est la vue quoi? C'est la vue 25. Voilà. Bon, donc je l'ai déjà montré. Hein, on voit que l'augmentation du prix du pétrole correspond à des phases. Il y a le 11 septembre. Hein. Après, il y a 2007, on nous a expliqué pourquoi, je ne me souviens plus. Il y a quelqu'un qui nous a expliqué pourquoi. Et puis la bulle qui augmente, puis paf, il y a les subprimes. Ouais. La bulle, tout d'un coup, elle explose, elle baisse, mais enfin, ça reprend de plus belle ensuite. Hein. Donc on voit que le capitalisme aujourd'hui est fondé sur les commodités, les matières premières et le pétrole, et non plus sur l'industrie. Donc laisse tomber l'industrie. Peut toujours maintenant faire la grève, demander des trucs, des lois sociales. Ils n'en ont plus rien à foutre, vu que ils s'en fichent. Hein. Et donc on voit sur la vue suivante, la vue 26, hein, un petit peu comment le pétrole augmente, puisqu'on voit que dans le rouge, tout ça c'est le nombre de transactions pétrolières hein, qui sont passées. Et donc on voit le nombre de transactions pétrolières qui augmente d'une façon considérable, qui ne augmente pas avec la production. Hein. Donc on voit que les pétroliers sont vendus en moyenne 7 fois. Ouais. Tu vois, hein, il y a un pétrolier, donc là c'est le nombre de transactions pétrolières, et on voit en rouge que ce sont les transactions qui sont effectuées par des gens qui ne sont pas des pétroliers, qui sont des spéculateurs purs, qui n'ont jamais vu une goutte de pétrole de leur vie. Oui, eux, ils revendent, alors ils sont dans des salles de marché, voilà, et puis on revend comme ça des tonnes de pétrole sans jamais voir un baril. Voilà. Et en bleu, ce sont les pétroliers, en rouge, les non-pétroliers, les spéculateurs purs, et on voit que le nombre de transactions augmente d'une façon quasi exponentielle, et finalement, c'est ce nombre de transactions qui amène le renchérissement des cours. On ne pourrait pas les stopper politiquement, ces gens-là? Ah bah évidemment, mais ça on va en parler à la fin, on va se dépêcher, parce qu'on va parler de la révolution. Non. Donc on voit que, et donc après dans la vue suivante, évidemment, on voit que tout ça, on l'a déjà montré, tout ça fonctionne avec la dette, parce que... La vue 28. Hein, on voit que cette spéculation augmente en même temps que la dette, parce qu'on a démontré que la dette fabrique des capitaux, que les obligations générées par la dette sont transformées en capitaux par escompte des obligations. Et donc, si tu veux avoir du gros... le meilleur moyen aujourd'hui de se faire du gros pognon, c'est d'endetter. Donc aujourd'hui, l'impérialisme, son action va être de mettre la main sur des pays, non plus comme avant pour leur vendre des choses ou leur faire fabriquer des matières premières, mais pour les endetter.
Ah, donc la première action, c'est de mettre la main sur leur système financier. C'est ce qu'ils ont fait en Libye, c'est ce qu'ils voulaient faire en Syrie, c'est ce qu'ils voudraient faire en Iran. Hein, mettre la main sur le système financier, c'est le nouveau colonialisme d'aujourd'hui, le nouvel impérialisme, qui est la préhension du système financier de manière à endetter. Hein, je t'ai dit que déjà... Surtout les pays riches, finalement. Surtout les pays riches. S'ils ont des choses à vendre, c'est voilà, tant mieux. Que la Norvège et le Japon, c'est des pays qui sont les plus riches et les plus endettés du monde. Hein, voilà, c'est complètement paradoxal d'ailleurs. C'est semi-paradoxal. Oui. Moi, je trouve ça logique d'endetter quelqu'un qui a du pognon plutôt que d'endetter quelqu'un qui n'en a pas. C'est Hein, sûr, endetter le Mali ne présente aucun intérêt. Tu vois, hein, endetter la Norvège ou le Japon, alors là c'est intéressant parce que le papier, l'obligation que tu vas avoir de ces pays-là va avoir une très grosse valeur. Tu vas pouvoir, cette obligation, le transformer en ligne de ce qu'on appelle une ligne de crédit. Hein, donc cette ligne de crédit, tu vas l'avoir si tu as une obligation d'un pays crédible pour... Hein, voilà. Alors c'est quoi une dette pourrie et c'est quoi un subprime ou c'est quoi une bulle qui explose? C'est quand on a des obligations et on s'aperçoit que, eh bien, ce sont des obligations toxiques qui ne seront peut-être jamais remboursées. À ce moment-là, que font les capitaux? Les banques, ils retirent les lignes de crédit. Ils les retirent. C'est quoi une ligne de crédit? Tac, tac, ah, tu veux une ligne de crédit? Alors, bon, c'est pas... La banque n'est pas libre de créer de l'argent, mais il faut qu'elle demande à la Banque centrale, qui lui accorde ou pas. Alors, c'est le téléphone, tiens, monsieur, tiens, mon pote Trichet, tiens, est-ce que tu peux m'accorder de créer tant de milliards? Donc, la planche à billets, l'histoire de la planche à billets, ça n'existe plus. Il n'y a plus besoin, on fait des billets. Les billets, ça ne sert à rien. Qu'on en fasse des vrais, des faux, on s'en fout complètement. Hein, c'est la banque qui fabrique de la fausse monnaie. Hein, c'est elle qui fabrique. Un coup de téléphone, tiens Trichet, est-ce que je peux, tu me permets de faire... tu vas pas demander à Trichet de faire 1 milliard. Non, tu vas lui dire, je peux faire 100 milliards ou 200 milliards. Ah oui, tiens, ouais, tu m'inviteras sur ton yacht, bon voilà, tiens, tu peux faire tes 200 milliards. L'autre, j'ai fabriqué 200 milliards. Bon, donc il file sa ligne de crédit. Donc voilà un petit peu comment que ça marche le capitalisme. Donc le capitalisme de papa de Marx avec la plus-value, les marchandises, tout ça, ça n'existe plus. Donc ça va tomber en désuétude, ou alors il n'y a que les pays émergents qui font leur beurre avec ça. Hein? Mais en plus, ça va toujours exister parce qu'on aura toujours quand même besoin de c'est ça les grandes contradictions du capitalisme, parce que il faudra toujours qu'on s'habille, qu'on mange, qu'on magin. Tu iras acheter chez les Chinois. Tu iras acheter chez les Chinois. Alors le problème, c'est que nous, on va être pressurés. Nos lois sociales vont être virées dans la mondialisation. Hein, nos salaires baissent, enfin, ils vont pas, c'est ce qu'on s'aperçoit, c'est ce qu'on voit tous les jours. Hein, c'est ce qu'on voit tous les jours. Mais, manque de peau, même les produits chinois, il arrivera au bout d'un moment, on n'arrivera même plus à les acheter. Donc, actuellement, l'Europe est encore un grand marché pour les Chinois. Mais il va devenir, bientôt, ce ne sera plus un marché du tout. Tu vois? Et puis, on deviendra des pauvres, quoi, c'est tout. En plus, j'ai lu que les Chinois, dans leur stratégie économique, voulaient se recentrer sur leur consommation intérieure. Eux, ils ont plutôt intérêt. Eux, ils vont effectivement faire en sorte que les Chinois aient les moyens d'écouler leur production. Tu vois, puis voilà, ils vont nous laisser, hein, voilà, nous, on sera dans la décroissance, on ira cultiver notre jardin en Auvergne et les écolos seront contents. Voilà. Bon, donc voilà un peu le système. Alors, il faut qu'on termine aussi cette exposition. Donc là, j'avais montré la croissance des hedge funds parce que c'est la croissance privée. Hein, et alors aujourd'hui, tu vois... Ça, c'est la vue 29. La vue 29, j'avais dit que les méchants, c'était les banques, mais les privés, aujourd'hui, gagnent je ne sais combien plus de fois que les banques. Tu vois?
Hein. Les gagnants, c'est bien les privés, les hedge funds, c'est plus que les banques. D'accord. Hein. Voilà. Donc l'argent va chez ces gens-là qui ont créé ces fonds spéculatifs, comme on les appelle. Voilà, hein, voilà. Et donc là, je vais que jusqu'à 2007, que tu imagines qu'aujourd'hui, ça doit être bien plus haut. Et puis, je ne vais pas te raconter tous les traficotages qu'il peut y avoir dans la finance, parce qu'au bout d'un moment, je vais plutôt me faire mal voir. Voilà. Donc voilà un petit peu le système capitaliste, alors qui est fait, qui n'a pas de chef, qui n'est pas gérable, qui a simplement traversé par une lutte de classe entre ceux qui en pâtissent et ceux qui en bénéficient, mais que ceux qui en bénéficient se la jouent individuellement. La preuve en est, c'est l'essor de la Chine communiste a été fait par des capitalistes anglo-saxons qui chacun sont venus établir leurs usines en Chine. Hein. Moi, quand j'allais à Shanghai, j'allais dans les zones industrielles où tu mettais la demi-journée pour la traverser, que des zones industrielles que tu n'as jamais vues ici, tu vois, hein, immenses, avec des usines immenses, et que devant chaque usine, tu as un drapeau, tu as le drapeau national et le drapeau de l'usine. Donc tu vois, drapeau américain, anglais, français, italien, allemand, tu vois, tout ça. T'as pas une usine chinoise, quoi. T'as tous les grands, Alcatel, Saint-Gobain, PSA, Airbus Industrie, tous. Ils sont tous jetés quand même. Bon, tous. Les trains d'atterrissage des Airbus, ils sont fabriqués en Chine, enfin. Tu vois, toutes les grandes industries occidentales sont là. Alors, il faut voir que Airbus décide de mettre là, Alcatel décide de mettre là, Saint-Gobain décide de mettre là, voilà. C'est individuellement le end bottom line manager. Lui, il regarde, il se dit, putain, trop de salaire, paf. Alors, il dit, tiens, je vais regarder où est-ce que les salaires sont les plus bas. Il va regarder, là, non, ah, bah tiens, là, c'est bien. On va transférer tout ça chez les Chinois. Voilà. C'est comme ça que ça se fait. Et donc, chacun individuellement, ils en ont rien à foutre que c'est un pays communiste. Eux, ils sont anticommunistes, ils n'en ont rien à foutre. Mais si ils peuvent faire fabriquer par des cocos des trucs beaucoup moins chers, ils vont prendre leur carte du parti. Hein. Et puis l'appui des mesures politiques en Europe qui ont permis cette délocalisation comme ça accessible. Ça a permis, parce que les commissaires européens et puis les traités européens ont facilité la vie de toutes ces entreprises. Ah bah, exactement. Alors voilà, d'où vient justement la nécessité de cette nouvelle révolution française. Donc nous sommes d'accord quand nous avons vu tout ça, que pour aller à l'inverse de ça, il faut se reconstituer une nation avec des lois. Tout à fait d'accord. On a bien vu que nation et loi, ça va ensemble. 100% d'accord. Hein, une nation, ce sont des lois. Voilà. Hein, et des lois, ça fait une nation. Et c'est ça, c'est l'idéologie française, issue de 1789, quand on prend la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Voilà. La nation, les lois, c'est Montesquieu et c'est Rousseau. Je suis désolé. Le principal avantage, le principal outil de lutte contre la mondialisation, c'est bien l'idéologie française. L'idéologie qui va fonder une nation sur des lois et qui va faire que on va être obligé au sein de cette nation, on va être dans l'obligation de se conformer à ces lois et donc de permettre à des travailleurs de pouvoir bénéficier de salaires, d'avantages sociaux et justement derrière de représenter un marché.